Bonsoir et bienvenue dans le débat consacré ce soir à la vie, à l'œuvre, aux rêves de Shimon Peres, 2 fois Premier ministre, mais aussi ministre de la Défense, des Affaires étrangères, de la Finance et aussi des Transports avant de devenir vers la fin de sa vie président de l'État d'Israël. Un homme qui représente l'histoire de son pays, une histoire longue de 7 décennies pendant lesquelles il a toujours été au devant de la scène politique. On va en parler avec mes invités ce soir en duplex de Tel Aviv. On est rejoint ce soir par Ofer Bronstein, président du Forum international pour la paix. Également avec nous ce soir, mais en plateau, Henri Lorenz, qui est professeur au Collège de France et titulaire d'histoire contemporaine du monde arabe. Également en plateau, Marc Lefebvre, qui est cofondateur et porte-parole de la paix maintenant. Bonsoir. On a également avec nous ce soir Bernard Kanovitch, qui est membre du comité directeur du CRIF, chargé des relations avec les musulmans. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Et puis Bernard Ravenel, président d'honneur de l'association France-Palestine. Solidarité. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, messieurs. On est ravis de vous recevoir. Juste avant de me tourner vers mes invités, on va jeter un coup d'œil à cette carrière politique extraordinaire, une carrière qui s'est terminée lorsque Shimon Peres, à 90 ans, a quitté la présidence. Il était alors le chef d'État le plus vieux au monde. À presque 91 ans, Shimon Peres se retire de la vie politique. Passage de relais avec son successeur à la tête de l'État d'Israël. Et dernier message en forme de testament politique. Je n'abandonnerai pas mon droit à servir mon peuple et mon pays. Et je continuerai d'aider à sa construction avec la profonde conviction qu'un jour, il connaîtra la sécurité et la paix. Né en Pologne en 1923, Shimon Persky émigre avec ses parents à Tel Aviv à l'âge de 11 ans. En 1947, il s'engage dans la Haganah, une organisation clandestine qui contribuera à la création d'Israël. À 29 ans, il devient directeur général du ministère de la Défense, puis il lance avec l'aide de la France le programme nucléaire israélien. Shimon Peres occupera ensuite la scène politique pendant des décennies. Ministre de différents portefeuilles, 3 fois Premier ministre, il soutient les premières implantations de colonies juives en Cisjordanie dans les années 70. Peu favorable à tout compromis avec les pays arabes, Shimon Peres révise son jugement en 1977, après la visite historique à Jérusalem d'Anwar al-Sadat, le président égyptien. 2 ans plus tard, le premier traité de paix arabo-israélien est signé. 1993, l'instant est historique. C'est le début des négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens. L'année suivante, Shimon Peres partage le prix Nobel de la paix avec le dirigeant palestinien Yasser Arafat et le premier ministre israélien de l'époque, Yitzhak Rabin. Mais 10 ans plus tard, le processus de paix piétine. Shimon Peres fête alors ses 80 ans entouré de Bill Clinton, Mikhail Gorbatchev et du premier ministre Ariel Sharon. Je veux dire à tous mes amis qui ont fait l'effort de venir que tous ensemble, nous pouvons faire renaître l'espoir de la paix. Ariel, cette paix est peut-être bien plus proche que ce que tu l'imagines. Le 13 juin 2007, après plusieurs revers électoraux, Shimon Peres est finalement élu président de l'État d'Israël. Ce n'est pas un secret, j'ai beaucoup de doutes concernant cette fonction. Je ne suis plus un jeune membre du Parlement israélien. J'ai déjà occupé tous les postes clés du gouvernement et connu quelques échecs, mais aussi des succès, qui ont été, je l'espère, une contribution positive pour le bien-être et la sécurité de l'État. Shimon Peres dépasse sa fonction purement protocolaire pour promouvoir la paix et rencontrer de nombreux chefs d'État. En 2008, il invite Mahmoud Abbas dans son palais présidentiel, une première pour un président de l'autorité palestinienne. Les 2 hommes se retrouveront d'ailleurs 6 ans plus tard dans les jardins du Vatican, le temps d'une prière pour la paix, à l'invitation du pape François. Ofer Bronstein, vous qui nous rejoignez d'Israël en duplex, tout d'abord on a entendu donc ce retour sur la vie de Shimon Peres, on a entendu toute la journée ces hommages déferler sur Israël du monde entier. Quelle est l'ambiance ce soir dans le pays lui-même? Quelle est l'attitude de la population israélienne par rapport à l'annonce de ce décès? Depuis ce matin,
deuil national, les drapeaux ont été baissés. Demain, des dizaines de milliers d'Israéliens vont pouvoir passer devant sa dépouille au Parlement israélien et pour qu'il soit enterré à Jérusalem vendredi, en la présence, comme vous l'avez dit, de beaucoup de chefs d'État qui vont venir lui porter et lui exprimer leur tribut. Vous savez, permettez-moi quelques mots. Je pense qu'aujourd'hui, le camp de la paix en Israël est orphelin. Pérez lui-même a dit, quand il quittait la présidence, toute ma vie, j'ai été controversé. Aujourd'hui, je suis populaire. Je ne sais pas exactement ce que je préfère. Et ça symbolise bien l'homme, je crois. Il a été très controversé pendant sa carrière politique. Je pense qu'il était un très mauvais politicien, mais un très grand homme d'État. Et c'est ça qui fait la différence entre Shimon Peres et beaucoup de politiciens, pas seulement en Israël, mais dans le monde. C'est que sa vision de la politique n'était pas à court terme, mais à très long terme. C'est la jeunesse à laquelle il parlait. C'est d'ailleurs cette semaine, il a changé le nom de son organisation en Israël. Au lieu de s'appeler uniquement le Centre Peres pour la paix, il a pour la paix et l'innovation. La science, l'innovation, le futur, c'est ce qui l'intéressait pour un homme de 93 ans, c'était extraordinaire. Vous l'avez dit, il a été honoré du prix Nobel de la paix avec son père Yasser Arafat et Yitzhak Rabin. D'ailleurs, je tiens à préciser, on parle souvent des accords d'Oslo signés à Washington le 13 septembre 1993, et on parle de la poignée et Yasser Arafat. Eux-mêmes ont été signés entre Shimon Peres et le président Mahmoud Abbas, des accords qui ont permis à Israël de se réconcilier avec ses voisins, de se réconcilier avec le puisque le 14 septembre avec Yitzhak Rabin, excusez-nous, Ofer Banchal, on a des petits soucis de liaison, surtout au niveau du son, j'espère pouvoir régler. Marc Lefebvre, je voudrais vous faire réagir à l'un des points de Ofer Banchal. Le camp de la paix est aujourd'hui orphelin, êtes-vous d'accord? Non, je ne pense pas. Je pense que le camp de la paix se développe. Il va se développer d'autant plus que nous approchons du 50e anniversaire du contrôle ou de l'occupation des territoires conquis en 1967 et qu'il y a de plus en plus d'initiatives qui se lancent actuellement pour marquer ce 50e anniversaire, pour dire au peuple d'Israël, mais aussi aux communautés juives dans le monde, qu'il faut arrêter cette occupation, qu'il faut sauver Israël en arrêtant cette occupation. Il y a une initiative CISO, Save Israel, Stop the Occupation, qui a été signée par plus de 500 grandes personnalités israéliennes, aussi bien des intellectuels, des militaires que des citoyens. Et cet appel est aussi propagé au sein de la diaspora juive. Il y a aussi une autre initiative pour un référendum d'initiative populaire, pour que le peuple d'Israël puisse enfin choisir sa voie, puisque les politiques ne choisissent rien et maintiennent le statu quo. Donc il y a une initiative pour qu'il y ait un référendum sur le futur de l'État d'Israël. Donc le camp de la paix vit, est actif et sera encore plus actif dans le futur. Henri Lorenz, c'est intéressant cette différence dont vous parliez entre ce que veulent les populations et où en sont les politiques, peut-être en Israël, hein, les hommes politiques au pouvoir aujourd'hui. Vous savez, on fait toujours la guerre pour avoir la paix à un moment ou à un autre. Donc le discours sur la paix reste un horizon. La question est de savoir quelle paix. Et c'est là où toute l'histoire, toute la vie, la biographie de Shimon Peres est d'une extrême ambiguïté. C'est incontestablement l'homme qui a forgé l'armée israélienne, son armement, y compris l'armement nucléaire. C'est quelqu'un qui a lancé les colonies de peuplement, y compris à Hébron à ce moment-là. Donc, alors, il y a eu ensuite son glissement, qui est absolument incontestable. Beaucoup ont dit que c'était un faucon tant que vivait Yigal Allon, le grand chef travailliste, et qui avait beaucoup d'influence sur Peres. Et après la mort de Yigal Allon, Peres était peut-être devenu plus lui-même qu'avant, mais ça a été surtout un génie des relations publiques. Et en un sens, ce qu'il proposait comme paix n'était pas très différent de ce qu'était la doctrine officielle israélienne depuis 1967, c'est-à-dire une Cisjordanie enclavée
et une confiscation d'environ 30% de la Cisjordanie. C'est ce qui a amené à l'échec de ce dit processus de paix. Alors, en 2000, j'ai mis une seconde, mais il est quand même fondamental qu'il a été extrêmement pédagogue, comme on dit, sur la notion de paix, en martelant le terme toutes les dernières décennies de sa vie. Alors, on va revenir justement à ce processus de paix. Tout d'abord sur cette question de ces paradoxes presque au sein de sa carrière politique. Bernard Ravenel, on en a beaucoup parlé dans le cours de la journée d'aujourd'hui. Il a été un faucon avant de devenir une colombe. Il a été l'architecte du programme nucléaire israélien avant de devenir l'architecte des accords d'Oslo. On a entendu les réactions en Israël aujourd'hui, mais aussi dans les territoires palestiniens et des réactions très différentes. Oui, il y a, comme l'a dit Henri Laurence, une ambiguïté du personnage qui a d'ailleurs été symbolisée par son comportement sur le nucléaire, où il a maintenu une ambiguïté sur la disponibilité du nucléaire par Israël. Mais je dirais autre chose, c'est-à-dire qu'à la fois, Shimon Peres a été un artisan d'Oslo, à sa manière, mais aussi il a été l'artisan de son échec. Et donc c'est cette double qualité, si j'ose dire, qu'il faut analyser pour bien mesurer l'œuvre, si on peut dire, historique de Peres. Et par conséquent, c'est précisément les causes de cet échec qu'il s'agit d'étudier pour voir si la prochaine fois, un processus peut réussir enfin à établir un État palestinien indépendant à côté de l'État d'Israël. C'est ça la question. Alors, on va revenir justement sur ces images dans quelques minutes de la signature des accords d'Oslo, un moment historique qui avait marqué un tournant pour la région, ou c'est ce qui avait été espéré à l'époque. Bernard Kanovich, on a aussi fait allusion à l'instant à cette autre ambiguïté ou paradoxe au sein de la carrière politique de Shimon Peres, c'est qu'il n'a jamais été élu, alors qu'il a été 18 fois Premier ministre et ministre. Il était très apprécié à l'extérieur. C'était un homme politique à l'intérieur d'Israël qui n'a franchement pas été couronné de succès en termes électoraux. Oui, tout ce qui a été dit est effectivement la réalité. On a parlé d'un Pérez rêveur, prophétique. Je crois que c'est un profond pragmatique. Un de ceux qui connaissaient le mieux Israël, de l'avoir porté dans ses bras le jour de sa naissance, c'était Shimon Peres. Et à partir de là, il a vécu ce que vivent les Israéliens, c'est-à-dire un quotidien chaotique, télescopé chaque jour, venant de partout. Écoutez, une journée, la radio nationale d'Israël. Et vous verrez, vous allez sortir abasourdi des déclarations ici ou là, la Ligue arabe, les Palestiniens, le Hezbollah et Mahmoud, il y en a de partout. Donc Shimon Peres, avec bon sens, a essayé de trouver un chemin, bien entendu, au profit d'Israël. Mais quel profit? Le profit de la sécurité. Le profit de l'identité juive en sécurité. Et ça, à ce jour, ça n'a pas été obtenu, ça n'a pas été gagné. On se gagne avec les partenaires, on se gagne avec tous ceux qui participent à ce dialogue-là. Dialogue multiple, dialogue confus, dialogue bruyant, inutile quelquefois, agressif, incohérent pour tout dire, malgré quelques petites séquences optimiste, ordonné, on croit que ça y est, et puis ça y est pas du tout. Et Shimon Peres a vécu cette période-là, je crois, avec l'intelligence et la finesse qui était la sienne, mais d'une façon très pragmatique. Qu'on ne dise pas que Shimon Peres rêvait à la paix, mais tous les Israéliens rêvent de la paix. Plus généralement, d'ailleurs, tout le monde rêve de la paix. Demandez aux Syriens, téléphonez à quelqu'un à Alep aujourd'hui ou ailleurs, vous aurez des pétitions innombrables pour la paix. Alors, je voudrais qu'on revienne justement à ce vœu initial, ce souhait qu'il avait eu, cet espoir, ce rêve justement qui s'était concrétisé à Washington en 1993. Il avait été avec Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, sous l'œil et les encouragements de Bill Clinton. Les hommes s'étaient serrés la main. C'était les accords d'Oslo, donc qui avaient été signés en 1993. Jusque-là, pour rappel, aucune négociation directe n'avait lieu entre les deux parties, mais le monde avait suffisamment changé. C'était l'idée derrière le début des négociations qui ont mené à cet accord après la fin de la guerre froide pour pouvoir espérer. Je vous propose d'écouter
écouter tout de suite ce qu'avait à dire Shimon Peres tout de suite après cette signature. De la ville éternelle de Jérusalem et depuis la pelouse de la Maison Blanche, clamons ensemble dans le langage de notre Bible, paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près. C'est difficile maintenant, toutes ces années après, Henri Lorenz, après tout, ces hauts et ces bas, et vous parliez à l'instant avec beaucoup d'éloquence de ces faux espoirs, des moments où on a cru pouvoir comprendre qu'on y était juste avant d'être à nouveau déçu. Et c'est le monde entier qui suit ces négociations depuis ces déclarations d'Oslo, depuis cet accord d'Oslo. Difficile d'imaginer l'espoir à l'époque. On avait vraiment imaginé qu'on était au bord de la paix. Ça, c'est assez incontestable. En effet, d'abord, il y avait une hégémonie américaine à la suite de la guerre de 1990-91. Il n'y avait plus de force d'opposition forte au Moyen-Orient par rapport à une hégémonie occidentale. Et donc, tout le monde devait plus ou moins se ranger à l'intérieur de cette hégémonie. C'est ce que faisait d'ailleurs Arafat en acceptant et en participant au processus de paix, parce que sinon, il n'y avait pas de solution. Mais bon, ensuite, il y a eu le retour au réel, c'est-à-dire la dégradation constante de la situation des territoires occupés à partir d'Oslo a conduit à la seconde intifada. Et ce qui s'est d'abord passé, c'est que les Palestiniens, progressivement, ont cessé d'y croire. Et en un sens, Peres était en partie responsable, comme les autres chefs d'État responsables israéliens, puisque entre 93 et 95, la colonisation juive a pratiquement doublé dans les territoires à l'époque travaillistes. Et puis ensuite, ça a continué sous Netanyahou. Alors justement, sur ce point de la part de responsabilité de Peres, je voudrais qu'on y revienne tout de suite. On va faire une petite pause et on va se retrouver dans 2 minutes pour la deuxième partie du débat de France 24. À tout de suite.